Au sommaire de cette édition, le traditionnel point de presse du gouvernement et la conférence très prochaine des ministres de la Culture du G5 Sahel à Ouagadougou. Bonsoir dames et messieurs et merci d'être au 19h30 de la télévision de la famille. Sans transition, nous l'annoncions en titre, 3 ministres étaient face aux journalistes ce matin au siège du service d'information du gouvernement pour le traditionnel point de presse du gouvernement. Les articulations et les grandes masses du budget et quelques faits marquants de l'actualité nationale ont été abordés par les conférenciers. Le point des échanges avec Moïse Kinda. Il s'agit des priorités, les grandes masses, les mesures d'optimisation des recettes fiscales et les résultats attendus dans la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2020 qui a été adopté le 5 décembre 2019 par l'Assemblée nationale, qui ont été abordés par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement à cette conférence de presse. Pour l'exercice 2020, le budget de l'État s'établit à 2233,316 milliards de francs CFA en recettes et à 2518,456 milliards de francs CFA en dépenses. Les recettes propres se chiffrent à 1894 milliards de francs CFA contre 1697 milliards de francs CFA en 2019, soit un accroissement de 197 milliards de francs CFA ou de 11,65%. Elles se constituent essentiellement des recettes fiscales qui représentent 87,30% du total en 2020. Les recettes propres représentent 84,84% des recettes totales du budget de l'État contre 86,82% en 2019. Les dépenses du budget de l'État se chiffrent à 2,518 milliards répartis entre autres comme ce qui suit. Pour la promotion de la bonne gouvernance, l'action du gouvernement portera entre autres sur la consolidation de la démocratie à travers l'organisation des élections présidentielles et législatives, avec pour la première fois la participation des Burkinabés de l'extérieur aux élections présidentielles. Deuxièmement, la poursuite de l'opérationnalisation de la Caisse de dépôt et consignation et de la Banque agricole du Faso, ainsi que du processus de modernisation de l'administration financière afin d'accroître les performances des structures de mobilisation des recettes et d'exécution des dépenses. Troisièmement, le renforcement des capacités des corps de contrôle en matière de lutte contre la corruption, la fraude, le faux, ainsi que la dynamisation des inspections techniques et des conseils de discipline. Quatrièmement, le renforcement du fonds d'assistance judiciaire au bénéfice des personnes vulnérables en vue de faciliter l'accès de tous à la justice burkinabé. Cinquièmement, le renforcement de la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre l'incivisme et l'accompagnement du programme de réquisition et de formation civique et patriotique dans les différents ordres d'enseignement, y compris le service national de développement. Sixièmement, enfin, la réduction du train de vie de l'État, donc par l'instauration de bonnes pratiques dans la gestion du patrimoine de l'État. S'agissant du développement donc, du capital humain, les actions entreprises dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'eau potable et de l'assainissement, de l'insertion de la jeunesse et des femmes dans l'activité économique seront intensifiées pour tirer profit de ce potentiel et faire du dividende démographique une réalité. Pour ce qui est de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et des emplois, les interventions publiques se concentreront dans les secteurs à forte potentialité par le développement des secteurs de soutien à la production, le développement des secteurs de production et l'inversion de la tendance à la dégradation de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant des grandes masses du budget de l'État exercice 2020?
Là, ce sont les chiffres. Il faut donner rapidement, donc il faut dire que le budget de l'État exercice 2020 s'est établi à 2233,376 milliards de francs CFA en recettes et à 2518,456 milliards en dépenses. Les recettes propres se chiffrent à 1894 milliards de francs CFA contre 1697 milliards de francs CFA en 2019, soit un accroissement de 197 milliards de francs CFA. Elles sont constituées essentiellement des recettes fiscales qui représentent 87,30% du total des recettes en 2020. Les recettes propres représentent ainsi 84,84% du total du budget de l'État contre 86,82% en 2019. Quant aux ressources extérieures, elles se chiffrent en 2020 à 338,536 milliards de francs CFA contre 257,564 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 80,972 milliards de francs CFA. Les dépenses du budget de l'État, donc, comme je l'ai annoncé, qui se chiffrent donc à 2518,45 milliards de francs CFA en 2020, contre donc 2213,29 milliards en 2019. Elles sont constituées des dépenses courantes pour un montant de 1642,29 milliards et des dépenses en capital de 876,16 milliards de francs CFA, correspondant à des parts relatives respectives de 65,21% et de 34,79%. La prédominance des dépenses courantes dans le budget 2020 s'explique essentiellement par l'évolution des dépenses du personnel qui sont passées de 700 milliards en 2018 à 835 milliards en 2019 et projetées à 878 milliards pour l'année 2020. Leur part relative par rapport aux dépenses totales est de 34% en 2020 contre donc 37,76% en 2019. Elle absorbe 46% des ressources propres de l'État et 53,8% des recettes fiscales contre 53,31% des recettes en 2019. Et les mesures d'optimisation des recettes fiscales se positionnent comme ce qui suit. Pour le secteur rural, nous avons un budget de 115,760 milliards de francs CFA contre 87,534 milliards en 2019. En ce qui concerne maintenant les mesures, bien sûr, pour recouvrer et faire en sorte que nous puissions donc rentrer dans les fonds, nous appelons les mesures d'optimisation fiscale. Il faut noter qu'afin d'améliorer les ressources propres et le rendement de l'impôt, les réformes en cours au niveau des régies de recettes seront poursuivies avec, premièrement, la poursuite de l'appurement des restes à recouvrer par l'organisation des campagnes de recouvrement intensif par l'ensemble des unités de recouvrement. Deuxièmement, la mise en œuvre des opérations de contrôle-sanction sur l'utilisation de la facture normalisée. Troisièmement, l'intensification des activités d'enquête et de recoupement d'informations en vue d'améliorer le contrôle fiscal par des vérifications ponctuelles. Le ministre de la Communication est revenu sur comment communiquer en temps de crise en prenant l'exemple sur l'explosion qui s'est produite le mercredi matin dans une école franco-arabe à Ouagadougou. Autant je reconnais ma part de responsabilité en tant que ministre de la Communication dans les difficultés d'accès à ces premières informations-là, autant je vous demande en tant que journaliste d'accepter de faire évoluer les éléments. Je reviens à ce qui s'est passé hier. Et vous avez, c'est l'exemple type. Le premier communiqué qui a été fait dit en gros qu'il y a une grenade. Tout le monde dit qu'il y a une grenade. Mais lorsque les acteurs vont sur le terrain, ils se rendent compte que ce n'est pas une grenade. C'est un engin qui a explosé. Est-ce qu'il a été fait de façon artisanale ou est-ce que c'est un truc improvisé? Ils doivent travailler là-dessus. Mais ce n'est pas une grenade.
Parce que, comme disent les spécialistes, l'enfant, il avait un mec quand ça a explosé. Et une grenade, je ne pense pas qu'on aurait trouvé un morceau de cet enfant-là. Donc, c'est pour ça que je pense que même si on a besoin d'une information pour être dans le feu de notre actualité, il faut que nous regardions cela un peu avec un certain nombre d'éléments. Ça me permet donc de répondre à la question de Dramane Guéné. Il continue à travailler dessus. La version qui nous a été donnée, c'est que les enfants sont entrés avec les éléments dans la salle. Mais il y a plein d'hypothèses. Est-ce que quelqu'un de mal intentionné leur aurait remis ça? Est-ce qu'ils auraient ramassé ça de façon fortuite? Pourquoi ça se trouve là-bas? Donc il y a forcément des réflexions à faire. Et aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que ça a eu lieu. Comme vous dites, comme je disais avec vous, c'est le fait. Et ensuite, maintenant, l'analyse qu'on va en faire, il faut qu'on l'alimente. Donc je dis, vous voyez, c'est le problème que nous avons. C'est-à-dire que même la communication qui a été faite dès le départ dit c'est une grenade, tout le monde a repris. Et après, moi, du ministre de la Sécurité, me dit ça ne peut pas être une grenade, parce que les techniciens te disent que si c'est une grenade, on n'aurait pas trouvé l'enfant. Alors que les deux, même s'ils sont gravement blessés, sont vivants. D'autres questions soulevées par les journalistes ont trouvé des réponses satisfaisantes. Et selon le porte-parole du gouvernement, les conférences de presse du gouvernement se feront chaque semaine à compter du mois de février. Cela pour communiquer plus sur les sujets d'actualité et sur les actions qui seront menées en 2020. Du 15 au 17 janvier prochain à Ouagadougou, on abritera la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel, avec comme objet principal la lutte contre l'extrémisme violent. Les détails de cette conférence de presse animée par le ministre de la Culture burkinabé dans cet élément signé Odette Zouanguena. La culture est une bombe atomique pour contrer l'extrémisme violent. Ce sont les mots d'Abdoul Karim Sango, le ministre en charge de la culture, tenu à l'occasion de la conférence de presse organisée dans la soirée du 8 janvier 2020, en prélude à la conférence des ministres en charge de la culture du G5 Sahel prévue du 15 au 17 janvier 2020. La culture, à ses dires, a un rôle prépondérant à jouer dans cette guerre asymétrique. Non de trop, cette rencontre viserait à élaborer une feuille de route commune et transnationale à même de revaloriser et réinculquer les valeurs africaines aux Africains. Le travail que nous sommes en train d'entreprendre au niveau des ministres du G5 Sahel, c'est comment éradiquer ces mauvaises idées. Si on veut dessoucher, c'est ça le terme, dessoucher ces mauvaises idées qui font que des gens parmi nous se lèvent, tuent leurs parents, leurs frères, leurs femmes, leurs rois. Mais il faut retravailler sur le disque dur culturel des gens. Parce qu'en fait, finalement, est-ce que vous pensez qu'un homme culturellement bien formé peut entendre un discours qui dit que si une bombe éclate sur toi, tu vas au paradis? Celui qui lui dit d'éclater sur lui, pourquoi lui ne fait pas ça? Des propos du ministre, l'on retient que le défi est immense pour le secteur de la culture qui doit ainsi poser des actions profondes pour une construction de société africaine solide dans la durée. Nous devons travailler à construire une véritable identité nationale où tout le monde va avoir le sentiment que sa culture est prise en compte. Et ça, c'est la responsabilité des ministères en charge de la culture, dont une des missions principales, c'est promouvoir la culture. Donc, de ce point de vue, je pense que la réponse culturelle, elle est à propos dans ce cas de figure. En fait, vous regardez ce qui se passe maintenant. Nous, on regarde ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer
demain. Les 4 autres pays du G5 Sahel ont confirmé leur effectivité et à titre de pays observateurs, le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront de la partie. Le budget prévisionnel envisagé à cet effet s'élève à 75 millions de francs CFA. Le thème retenu pour cette conférence est « Contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent ». Hors de chez nous, les lignes bougent entre les deux voisins de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda et le Rwanda. Depuis plusieurs mois, ces deux pays se sont accusés mutuellement d'espionnage au point où des Rwandais ont été mis sous les verrous en Ouganda. Aujourd'hui, ce sont 9 prisonniers qui ont été libérés en signe d'apaisement des tensions. Suivez. 9 prisonniers rwandais ont été libérés mercredi en Ouganda en signe d'apaisement des tensions entre les deux voisins d'Afrique de l'Est qui se sont accusés mutuellement d'espionnage et d'ingérence depuis plusieurs mois. Kigali a déclaré à plusieurs reprises que Kampala détenait des centaines de ses citoyens sans inculpation. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ouganda a déclaré dans un communiqué que la libération des 9 hommes était un geste de bonne volonté destiné à normaliser les relations entre les deux pays. Les liens entre les deux anciens alliés ont pris une tournure négative lorsque Kigali a fermé sa frontière aux exportations ougandaises en février dernier, privant Kampala de millions de dollars de revenus. En août dernier, les présidents Yoweri Museveni et Paul Kagame ont signé un pacte en Angola pour normaliser les relations, mais les rencontres ultérieures ont échoué. Kigali a accusé Kampala d'abriter des groupes rebelles cherchant à renverser son gouvernement. L'Ouganda nie ces accusations. Selon les observateurs, le conflit pourrait également avoir des conséquences néfastes pour la communauté de l'Afrique de l'Est, un bloc régional dont l'Ouganda et le Rwanda sont membres. D'un conflit à un autre, nous faisons un clin d'œil en Libye où les efforts diplomatiques tous azimuts sont menés pour rapprocher les deux pouvoirs rivaux nés depuis la mort de Muammar Kadhafi. Deux pouvoirs rivaux pour un pays. Le maréchal Khalifa Haftar, qui se livre une guerre fratricide avec le gouvernement d'union nationale en Libye, a rencontré mercredi le président du Conseil italien Giuseppe Conte. Ce dernier l'a appelé à cesser son offensive en Libye, mettant en garde contre les risques pour la stabilité de la région tout entière. Dans le même temps hier, Fayez al-Sarraj, rival du maréchal Haftar, était à Bruxelles. Il a rencontré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, le président du Conseil européen, Charles Michel, et le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Occasion diplomatique manquée, il ne s'est en revanche pas rendu en Italie comme annoncé. L'Union européenne a promis au chef du gouvernement libyen d'intensifier ses efforts pour une solution pacifique en Libye. Car le conflit pourrait connaître un tournant avec le déploiement des troupes turques depuis le début de la semaine pour soutenir le gouvernement d'union nationale d'Al-Sarraj. Une concrétisation des accords de novembre qui a poussé la diplomatie européenne à s'activer. Ce week-end, Charles Michel est attendu en Turquie pour rencontrer le président turc. Recep Tayyip Erdogan, qui s'est déjà entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux pays ont tous les deux appelé au cessez-le-feu en Libye, a priori un paradoxe pour Ankara. Tension également, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà du climat qui prévaut entre les États-Unis et l'Iran. Depuis la frappe américaine qui a éliminé le général iranien Soleimani, c'est la 3e attaque israélienne dans la zone verte, non loin de l'ambassade des États-Unis. Suivez. 2 explosions ont résonné dans le centre de Bagdad dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles ont été causées par des tirs de roquettes lancés sur la zone verte où se trouve l'ambassade américaine. C'est la 3e attaque contre cette zone depuis la frappe américaine qui a éliminé le général iranien Soleimani la semaine dernière. Ces roquettes ont été lancées quelques heures après l'allocution de Donald Trump qui a joué la carte de l'apaisement avec l'Iran après des tirs de missiles contre 2 bases américaines en Irak. Nous n'avons subi aucune perte. Tous nos soldats sont sains et saufs et les dommages matériels sur nos bases militaires sont minimes. Nos grandes forces américaines sont préparées à tout. L'Iran semble se retirer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une très bonne chose pour le monde entier.
Le président américain s'est ensuite entretenu par téléphone avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, pour appeler l'Alliance à s'impliquer davantage au Moyen-Orient. Une demande qui a reçu une réponse positive. Dans un communiqué, l'OTAN indique qu'elle pourrait contribuer davantage à la stabilité régionale. Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à revenir à la raison. La présence du peuple iranien dans les rues de nombreuses villes, une marée humaine sans précédent dans l'histoire, doit ramener les États-Unis à la raison. Le leader suprême iranien Ali Khamenei a pour sa part estimé que les frappes contre les bases militaires américaines n'étaient pas une punition suffisante face à l'assassinat de Qassem Soleimani. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce du Tout-Puissant être votre partage. À demain.